Attention, j'ai de rares images du Ghost Rider qui a trouvé une utilité très pratique à son pacte avec le diable, un sacré Johnny, à moins que ça soit un spot d'information pour une toute nouvelle MST ou bien le tournage du dernier clip de Kinvey feat. Frankie Vincent intitulé Zgeg en feu. Du coup, j'espère que vos fêtes de Noël ont été chaleureuses et que vous avez été gâtés, si possible en comics et autres geekeries sur lesquelles vous brûlez de vous jeter. J'espère aussi que vous avez passé plein de bons moments en famille, même si en ce moment, c'est sûr que c'est un petit peu restreint. En tout cas, pour la dernière fois de l'année ici, votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 277e JT Comics. Un des scandales de cette année, souvenez-vous, c'était la vente sur Amazon de poupées sexuelles à l'effigie d'enfants qui étaient ultra réalistes, et j'ai bien peur que 2021, un nouveau scandale se profile, puisque Amazon va vendre des poupées de bébé Yoda entièrement nus, camelto apparent. Où va le monde? Moi je ne sais pas, en tout cas pour nous, tout de suite on passe aux news de la semaine. Mamma mia! C'est beau et brillant comme un tout premier sous-fétiche durement gagné en lustrant des chaussures pleines d'une boue tellement durcie qu'on dirait les foutus pieds de la chose. Le dessinateur Gabriele Dell'Otto, à qui on doit chez Marvel des réinterprétations graphiques des principaux super-héros de façon tout à fait animale. On pense à son Wolverine, à son Spider-Man. Eh bien, il s'est attaqué, Gabriele Dell'Otto, au catalogue Disney, a notamment Picsou. Et un petit peu comme quand tu choisis du hard metal comme berceuse pour endormir ton fils, il y a un contraste entre les dessins brillants, joyeux, lumineux qu'on a pu voir chez Karl Barks, chez Don Rosa et tous les autres, et les dessins très sombres avec un aspect presque menaçant de Gabriele Dell'Otto. Alors on ne sait pas très bien à quoi va servir cette variante cover qui est recyclée, qui date de 2015, mais moi je n'en avais absolument pas entendu parler. C'est un magasin qui a publié ça, mais l'éditeur officiel n'a absolument rien annoncé, les artistes crédités ne sont au courant de rien. En tout cas moi ça m'aura permis de voir que Gabriele Dell'Otto a fait un super Picsou géant, et ça permet de vérifier une petite théorie. Quand tu as un nom d'origine italienne, que ce soit Gabriele Dell'Otto, Giorgio Cavazzano ou alors Don Rosa, impossible de te rater sur les ducks de Disney, impossible de faire du canard claqué. Wonder Woman. On va parler de news qui divisent, et la première, je l'ai vu pointer sur Twitter, non pas Tom Hanks qui dit qu'il compte sur Marvel Studios pour sauver les cinémas, mais certains utilisateurs qui en culpabilisent d'autres, qui utilisent un VPN pour accéder au catalogue américain d'HBO Max et regarder Wonder Woman, alors que c'est tout à fait légal, contrairement à ceux qui piratent, qu'on devrait obliger pendant 24 heures consécutives à regarder le fameux spot anti-piratage, puisqu'on sait que quand on pirate un film, on vole une bagnole, une maison, on finit par envahir des pays et violer absolument tout ce qui bouge, même les taupinières. Je vous jure que quand je vois ce qu'on laisse nous diviser, je me dis qu'Israël-Palestine, ouais, c'est pas gagné. Pour tout vous avouer, j'ai pas vu le film, qui m'attire que très moyennement. Disons qu'entre ça et un omnibus de Georges Pérez, eh bien le choix est très vite fait, mais j'ai vu que la Warner se félicitait des bons résultats de Wonder Woman, que c'était un record et que ça dépassait même les espérances. Donc je pense que c'est David Goodenough qui est devenu PDG de la Warner. Je vois que ça serait comme sabrer le champagne en disant que le temps est au beau fixe quand il n'a plus que 6 jours sur une semaine en Bretagne, ou bien décerner le prix Goncourt à n'importe quel Marseillais à Miami qui est arrivé à ne pas faire de faute d'accord en disant la date du jour, puisque le film a coûté environ 200 millions de dollars à faire, il en a rapporté seulement 85 mondialement pendant la première semaine d'exploitation. La Warner dit qu'il y a quand même plus de la moitié des abonnés HBO Max qui ont vu le film en streaming, sans savoir si ce sont des familles entières qui étaient derrière l'écran ou bien des femmes célibataires, pas spécialement les plus chaudes de la région. En tout cas, on pense au turfu, puisque la réalisatrice Patty Jenkins avait dit qu'elle réaliserait un 3e opus de Wonder Woman si on lui certifiait une sortie ciné. Ça doit être chose faite, puisque Warner a confirmé Wonder Woman 85, même si on sait que Patty Jenkins, avec 10 millions de dollars, eh bien tu la rends aussi souple qu'une contorsionniste au plus grand cabaret du monde. D'ailleurs, en parlant de souplesse, DC Film, le patron a annoncé qu'il comptait sortir pas moins de 6 films par an à partir de 2022, 4 au cinéma et 2 qu'il réserverait en exclu sur HBO Max. C'est un honneur. Je ne crois pas, puisqu'il a été un petit peu trop honnête et qu'il a déclaré que garderait pour HBO Max les films les plus risqués, à savoir le Static Shock qui doit être développé par Michael B. Jordan, ou bien le Batgirl dont il était question à un moment que ça soit Joss Whedon qui le fasse. C'est un petit peu comme si tu disais à quelqu'un bon, demain c'est la photo de classe, donc n'hésite surtout pas à rester chez toi. Et d'ailleurs,
Moi, quand j'ai l'impression que ma vie c'est le bordel complet, eh bien je regarde l'état du DC Extended Universe et de suite ça va beaucoup mieux, hein, puisque le patron de DC Film a eu beau qualifier la Snyder Cut d'impasse narrative, de cul de sac, hein, même il a dit ça, hein, sans Hobbit. En gros, ça veut dire que Zack Snyder peut se carrer ses spin-offs de la Justice League dans sa Motherbox. Ils ont eu beau annoncer 6 films par an en 2022, néanmoins, ils vont faire en 2021 une Justice Con centrée sur l'impasse narrative, le cul-de-sac de Justice League. Bon, je vous laisse me dire dans les commentaires si vous avez vu Wonder Woman 2, hein, si c'est autant le désastre que ce que je peux lire à droite à gauche. Hein. En attendant, moi, ce que je trouve être le gros foirage du film, hein, ça reste de ne pas avoir inclus Liam Sharp au remerciement des auteurs de comics à la fin du film. Mais elle est belle joueuse et il faut le souligner, hein, c'est Patty Jenkins en personne qui le fait remarquer au principal intéressé sur Twitter, hein, qui a travaillé sur le run de Greg Rucka avec Nicolas Scott, qui sont tous les deux cités, pas lui, alors qu'il a quand même pas mal travaillé sur le personnage de Cheetah. Bon, après, j'imagine que c'est super dur de créditer tout le monde. J'espère surtout que, comme le disait Alex Ross hein, il y a quelques temps, hein, tous les créateurs dont on a utilisé des idées pour faire le film ont reçu un petit chèque bonus de la Warner, hein, parce que dans ces cas-là, je vois pas pourquoi on n'a pas crédité une Bilkis Evely, une Gail Simone, même un Eric Luke ou un Yanis Paquette, qui ont été les premiers à intégrer l'armure de l'aigle doré dans la continuité principale, ou pourquoi pas un Brian Azzarello, un Cliff Chiang, qui ont redéfini les origines du personnage pour le New 52. Mais bon, foirage avoué, à moitié pardonné, et j'espère que ça sera au moins corrigé rapidement hein, sur HBO Max et pour la sortie Blu-ray. Marvel is coming. Je devrais plutôt dire Black Knight is coming, puisque le personnage, vous le savez, va faire son entrée dans le MCU, dans le film Les Éternels, et que Dane Whitman va avoir droit à sa propre mini-série en 5 chapitres, hein, pour venir faire des synergies ciné-comics. Hein. Ça sera écrit par Simon Spurrier, qui avait déjà écrit son one-shot sur King in Black, et ça sera dessiné par Sergio Davila, ça fait 2 bonnes nouvelles. Et dans le reste de l'actu Marvel, je vous l'ai dit, les anthologies sont à la mode, hein, et là, après Wolverine, c'est au tour de Carnage d'avoir droit à son traitement Black, White and Blood, hein, ça lui sied à merveille, hein, ça sera écrit par entre autres Donny Cates, Benjamin Percy ou Tini Howard, illustré par Sarah Pikeli ou Ken Lashley, probablement d'autres à venir. Et enfin, on a appris 2 choses de Spider-Man. Premièrement, que son Spider-Sense réagit au plus grand ennemi de tous les chevelus, à savoir la calvitie, hein, et deuxièmement, qu'il va avoir droit à un nouveau costume dès le mois de janvier. On a vu cette couverture dans laquelle le Norman Osborn et le Caïd déchiraient son masque original comme c'était la cuisse d'un footballeur, disons Olivier Giroud. Et si vous êtes d'humeur à parier, je vous laisse me dire dans les commentaires combien de numéros vous pensez qu'il va conserver ce nouveau costume avant de revenir au costume bleu et rouge auquel il revient toujours depuis 60 ans. Prise de tête. Dans toutes les communautés, on aurait tort de croire hein, que les individus qui la composent parlent d'une même voix, pensent avec une seule même tête. Hein. La communauté comics n'échappe évidemment pas à la règle, hein, quitte à parfois se refaire le portrait en artiste. Hein. Et là, c'est Gleb Melnikov, à qui on doit du Angel, qui œuvre chez DC en ce moment, d'ailleurs à qui on doit le nouveau look de Damian Wayne dont je vous parlais la semaine dernière, qui a tiré sur Mark Bagley hein, en tweetant 3 pages, les 3 premières pages hein, du Venom numéro 25 par Donny Cates. Et faut distinguer comme souvent hein, le fond et la forme. Hein. Donc là, la forme, moi je la trouve pas bonne, hein, parce que je pense qu'elle est propice au clash, à l'extrême polarisation des débats et des réponses sur Twitter, puisqu'il tweet, il commence par une injonction, il dit « S'il vous plaît, ne faites pas ça. Vous avez 20 pages d'un comic book de super-héros, vous n'avez pas envie d'en gaspiller 3 sur le même visage encore et encore. » D'accord, monsieur le professeur? Bon, déjà, il prouve qu'il connaît pas très bien son sujet, puisque le Venom numéro 25 fait 43 pages, 30 pages de l'histoire principale, écrite par Donny Cates, 10 pages d'un flashback et 3 pages de courrier des lecteurs. Dans les 30 pages d'histoire principale, il n'y en a pas 3, mais il y en a 6, hein, dans lesquelles Brock raconte son histoire, on va dire en face cam. Sur le fond du fond du fond, hein, si on va vraiment taper au fond, eh bien... on peut pas dire que ça soit les planches les plus fabuleuses de Mark Bagley, hein, qui est très fort sur les séquences d'action. Souvenez-vous, hein, Yann Valani l'avait analysé dans la Comic Academy. Néanmoins, ça vaut pas une incarcération dans la prison du Sale, hein, surtout quand on a des splash pages comme ça dans les 24 autres pages. On dirait qu'il a un petit peu une approche années 90 derrière tout ça, hein, où on avait l'impression que les artistes touchaient des primes s'ils arrivaient à déclencher des crises d'épilepsie chez les lecteurs en enchaînant des séquences d'action survoltées. Hein. Mais ça, c'était le monde d'avant. Il n'y a aucune règle qui empêche un artiste d'utiliser ce genre de cadrage pour essayer de restituer
l'émotion de quelqu'un qui vide son sac, d'autant que je vais pas vous spoiler l'issue, mais il y a un véritable enjeu de savoir à qui parle Eddie Brock et qu'on le découvre à la fin d'ailleurs. On les connaît les rois de ce genre de plan, si vous voyez ce que je veux dire, hein. Et d'ailleurs ce n'est pas le même visage encore et encore, puisque Mark Bagley s'est appliqué à dessiner une tête différente pour chaque case. Il ne s'est pas contenté de copier-coller infiniment le même visage comme pouvait le faire un Rob Liefeld sur ces 4 cases qui sont plus pénibles à regarder hors Rob Liefeld hein, que les 3 pages de Mark Bagley. C'est d'ailleurs presque ce qu'avait fait Gleb sur ces 4 cases, hein, même s'il avait un petit peu modifié les visages, donc ça va, il s'en sort bien. D'ailleurs l'artiste est beaucoup plus nuancé dans ses réponses, hein, où il montre ce qu'il avait pu faire par exemple sur Angel, même si on n'est plus sur le récit d'un vieillissement que sur l'exposition, avec une espèce de tension dramatique qui se construit petit à petit hein, du récit des événements d'un passé récent. Cates a ironisé en disant que ça date d'il y a 6 mois et qu'entre temps il avait fait plein de merde tout aussi critiquable, et en attendant ça a pu faire émerger sur Twitter un débat d'artistes sur le cadrage, le découpage, le timing, et ça c'est toujours un plaisir à lire. Donc je vous laisse me dire ce que vous pensez de ces cases et de tout ça dans les commentaires. In Memoriam. On se souviendra tous de 2020 pour plein de raisons différentes, mais je voulais profiter de ce dernier JT de l'année pour rendre hommage aux artistes qui nous ont quittés dans les 12 derniers mois. Et j'espère que, un petit peu comme chez Marvel, où la mort veille au bon équilibre de la balance entre les décès et les naissances, eh bien il existe une entité qui prendra soin de nous rendre en naissance tout le talent qu'elle nous a pris cette année, hein, puisque adieu Milton Glaser, qui était un graphiste qui a notamment élaboré le logo de chez DC et celui du I Love New York, hein, lui s'est bien fait niquer sur les royalties avec tous les vendeurs à la sauvette. Adieu Pascal Saumon, hein, qui dessinait du Tintin et qui avait fait se dessiner surtout le vrai visage de Moulinsart, qui lui avait collé un procès au cul pour contrefaçon et qui lui avait fait écoper de 10 ans de prison avec sursis. Adieu Robert Fujitani, hein, qui est un artiste de l'âge d'or qui a œuvré sur Flash Gordon et dont les mains étaient faites du même alliage. Adieu Martin Pasco, qui est scénariste notamment sur Batman contre le fantôme masqué, le film d'animation. Adieu Ron Cobb, concept artiste sur de la Cimmérie, du Conan, un Alien, ou encore la Cantina dans une galaxie très lointaine. Adieu Albert Rock, qui avait fait du Dudule. Adieu Doug Crane, hein, qui était animateur sur beaucoup de courts-métrages, mais qui avait fait l'anthologie de Heavy Metal. Adieu Dale Crane, artiste et éditeur qui s'appliquait à compiler les grands classiques de chez Marvel et de chez DC. Adieu André Cheret, créateur de Rahan. Adieu Richard Corben, le patron. Adieu Albert Uderzo, un des papas d'Astérix. Frank McLaughlin, hein, qui a œuvré chez Charlton Comics et puis après chez Marvel. Mort Drucker, un grand caricaturiste de chez Mad Magazine. Alan Bellman, qui bossait pour Marvel quand Marvel n'était même pas encore Marvel, hein, Atlas et Timely. Adieu Juan Jiménez, dont on se souviendra notamment pour les Métabarons. Adieu Berk, qui est décédé il y a quelques jours à peine, hein, qui avait fait Strapontin avec Goscinny, qui avait fait du Rantanplan, mais également Samy, sa propre série. Hein. Adieu Roman Aramboula, qui était animateur chez Hanna-Barbera et qui avait dessiné du Donald chez Disney. Adieu Jean-Claude Pertuzé, qui publiait les contes de sa Gascogne chérie chez les Humanoïdes Associés. Adieu Steve Styles, dessinateur d'horreur et pas que chez Marvel et en indé. Victor Gorlick, éditeur chez Archie. Claire Bretéché, à qui on doit notamment Agrippine. Adieu Denis O'Neill, hein, réinventeur de personnages chez DC et chez Marvel. Hein. Adieu Joe Sinnott, qui sublimait les travaux de Jack Kirby. Adieu Nick Cutty, qui a bossé chez Marvel, DC ou dans l'animation sur la série Street Fighter. Et puis, je ne pouvais pas ne pas le mentionner. Hein. Adieu Chadwick Boseman, dont la disparition a choqué le monde entier et dont le nom est devenu l'une des recherches Google les plus importantes de l'année 2020. Évidemment que j'en ai oublié plein et je vous laisse d'ailleurs compléter cette liste malheureuse dans les commentaires. Hein. Adieu les artistes, des mortels immortels qui ne cesseront de vivre tant qu'on les lira. Lisez, lisez et lisez. Moi cette semaine je me suis fait plaisir avec Spider-Man, l'histoire d'une vie, mais en édition prestige, hein, qui coûte 4 ou 5 euros de plus que l'édition normale, mais avec une bien meilleure qualité de fabrication, puisque déjà c'est plus grand, hein, et ça c'est génial, puisque ça permet aux pages de Mark Bagley, dont on parlait tout à l'heure, de respirer et à son art d'être magnifié. Il y a une couverture exclusive, hein, créée pour l'occasion par Marini, qui signe aussi la préface et également un dossier d'explication où il raconte comment et pourquoi
fois il a inclus chaque personnage sur sa couverture. Alors on lui dira pas, hein, puisqu'il dit qu'il a inclus une version personnalisée du Punisher. Alors certes c'est personnalisé par rapport à sa première apparition de 1974, mais depuis il y en a quand même plein qui lui ont fait prendre ce genre de costume assez militaire. Donc c'est un beau cadeau, et pour l'histoire c'est toujours pareil dans ce genre d'exercice que je trouve herculéen, hein, d'essayer de résumer la vie de quelqu'un comme si elle faisait partie d'une seule et même continuité avec une unité de temps, donc essayer de faire comme si Spider-Man avait vieilli depuis les années 60, donc pendant 60 ans. Eh bien je trouve qu'il y a quelque chose de magnifique et de froid à la fois. Néanmoins ça reste un régal que je vous conseille absolument. Et puis alors, j'ai pu commencer les Mind MGMT de Matt Kindt chez Monsieur Toussaint l'ouverture. C'est traduit par, il faut le mentionner, hein, c'est traduit par Thomas de Châteaubourg qui a fait un beau boulot. Et bon, j'ai lu que le numéro 1, donc je vous en parlerai mieux quand j'aurai tout lu. Mais pour l'instant, c'est clairement pas les dessins que je trouve fascinants, hein, même si le style aquarelle de Matt Kindt me laisse pas indifférent. Mais bon, c'est pas, il n'y a pas la maîtrise d'un dessinateur. Mais alors la construction de monde, le scénar, c'est propre, c'est carré, hein, la façon dont il déjà te construit tout un monde cohérent, vaste, dense autour de toi, et dans lequel il met en jeu une intrigue. Tu te sens comme dans une machine à laver quand tu la mets à 1200 tours minute, là tu es embarqué là-dedans, et puis paf paf paf, ça fuse de tous les côtés. Il se sert du monde réel, hein, puisqu'il y a des vrais enjeux géopolitiques, hein. Il a créé cette espèce d'agence gouvernementale qui entraîne des super-humains à la manipulation mentale de masse, hein, et pas que. J'ai fini le premier cycle et je suis totalement conquis, comme quand j'avais lu le FCBD, et il me tarde dans la semaine de tomber les deux autres. Dites-moi ce que vous lisez, hein, ou ce que vous geekez, hein. J'espère que vous profitez des vacances pour tomber votre pile à lire également, et pas que la pile de Ferrero Rocher. C'est la fin de ce JT, je vous remercie à tous de l'avoir regardé, d'être toujours de plus en plus nombreux à le faire, hein, malgré les fêtes, hein. Merci de mettre tous des pouces bleus, hein. Je vous le demande pas et vous le mettez parce que vous savez, hein, vous avez vu que tous les autres vous le rabâchent, vous savez que ça aide pour les histoires d'algorithmes et tout ça, hein, même si je monétise pas. Vous savez aussi que vous êtes de plus en plus nombreux à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans des stories Instagram, je me régale. Donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube où je réponds à chacun d'entre vous, hein, sur les réseaux sociaux également, Facebook, Twitter, Insta, il y a le Discord également où vous pouvez laisser vos petits messages aussi pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté depuis maintenant 277 semaines. Bon boudin d'amour, hein, toujours pareil, hein, soyez prudents au réveillon, hein, parce que c'est vrai que c'est bien de faire la fête, une grosse fête, hein, une fois dans l'année à cette occasion, mais c'est aussi bien, comme le soleil, de se lever pendant les 364 jours restants, hein. Je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Apparemment c'est Tante May, la première vaccinée de France, hein, et c'est fou parce que regardez dans quel état l'aide-soignant l'a trouvé 5 minutes plus tard en allant dans sa chambre. À Pfizer, c'est une dinguerie. 2 coups de seringue en moins de 10 minutes.